Et bonjour, bonjour les collègues, bonjour Sabrina, Marine, bonjour, Roxane, Marjorie, Aurélie, Nathalie Quentin, merci Doriane. Alors, est-ce que vous m'entendez? Super, super, ok. Stéphanie Castro, coucou. Ok, alors, est-ce que vous avez bien le diaporama et le son, l'image et le son? Oui, parfait. Est-ce que... Oui, c'est OK, super. Et ça marche. Parfait. Alors, 10h02. Eh ben, c'est parti alors. On est tout bon? Bien, merci à vous. Merci à vous. Moi aussi, je suis contente de vous retrouver pour ce deuxième semestre de Flash Pratique. Voilà, vous êtes déjà très nombreux et nombreuses ce matin, donc c'est vraiment chouette. Merci à vous. Alexandre, bonjour. Donc, comme d'habitude, les collègues, on n'a pas les micros ouverts parce que la technique ne nous le permet pas, mais on a le chat. Et donc, tout en vous présentant le flash pratique, j'ai un œil sur le chat pour vos questions, vos commentaires, vos idées. Voilà. Alors, ce flash pratique proposé donc par le PRH, le pôle ressources handicap, porté par l'association Happy End. Je vous rappelle que Happy End, donc, c'est une association basée à Cagnes-sur-Mer qui accompagne des jeunes en situation de handicap. Happy End, c'est 3 pôles. Le pôle jeune, pour de l'accompagnement individuel et collectif par une monitrice éducatrice, Élodie. C'est un pôle aidant pour accompagner les familles et permettre des temps de répit, d'ateliers, d'écoute psychologique. Et puis, le pôle ressources handicap qui nous réunit ce matin pour sensibiliser, former, soutenir les équipes des structures ordinaires qui accompagnent les enfants, secteur petite enfance, enfance, jeunesse, pour l'inclusion des enfants en situation de handicap. Le PRH est financé par la CAF, par la SDJES, et ce qui permet de proposer des actions qui sont gratuites pour les agents et pour les structures. Bonjour à Christelle Mallet, merci d'être là. Alors, les collègues, aujourd'hui, on est sur une thématique, sur la thématique de la sensorialité. Alors, je vois questions-réponses, ok.
Nadine Hannequin. Bonjour Nadine. Donc on est bien sur le chat, hein, pour vos interventions. Alors, l'approche sensorielle. L'approche sensorielle, la sensorialité, c'est une thématique à laquelle je réfléchis depuis plusieurs mois, presque un an, qui me tient à cœur et qui a eu besoin de mûrir avant que je vous en propose, une présentation. Pourquoi la sensorialité? Parce que c'est le handicap, hein, c'est vraiment en accompagnant, les personnes en situation de handicap que je me suis rendu compte à quel point l'approche sensorielle permettait, un bien-être et même plus que ça, hein, à les regarder, que ce soit en contact avec l'eau, par exemple, à regarder, des personnes, aussi bien des enfants que des adultes. Je me suis aperçue qu'il y avait un plaisir certain, évident, que je ne comprenais pas forcément, mais en tous les cas, il y avait des expressions de bien-être qui étaient, flagrantes. Donc ça m'a interpellée. Et la deuxième chose, c'est que je me suis rendu compte aussi que, ça permettait un lien et notamment pour les personnes, non verbales, passer par la sensorialité, passer par le partage d'activités qui, stimulent et qui éveillent les sens de la personne et les nôtres propres aussi, ça permettait d'entrer en relation. Alors forte de ces 2 observations, j'ai commencé à me questionner sur cette sensorialité. Qu'est-ce que c'était? En quoi ça participait dans, le développement de la personne et qu'est-ce que ça pouvait venir impacter? Et puis j'ai commencé effectivement à me renseigner, à faire quelques recherches, quelques lectures et je me suis rendu compte que la sensorialité, c'est une composante essentielle du développement global de l'enfant, aussi essentielle que, les stades du développement comme la motricité, le langage, la cognition. Alors j'ai eu envie d'en savoir plus, donc c'est ce que je vais vous proposer à travers ce diaporama, en partant de questions, vraiment, basiques, hein, que je me suis, posées. Qu'est-ce que c'est concrètement que la sensorialité? Qu'est-ce qu'on y met comme définition? Quels effets ça peut avoir sur le développement? Est-ce que c'est à intégrer dans nos pratiques éducatives? Même si vous m'avez pas attendu pour, partager effectivement des activités qui stimulent la sensorialité auprès des enfants. Pour ma part, je partage ce genre d'activité, mais sans être en grande conscience de ce que cela induit et permet, chez l'enfant. Et du coup, j'ai tiré cette question-là jusqu'à qu'est-ce qu'on a à gagner, heu, dans nos accompagnements à proposer, des pratiques qui s'appuient sur une approche, sensorielle. Ce sont les quelques réponses très humbles, que, je vous propose dans ce diaporama et ce sera aussi, comme je vous l'ai annoncé dans le programme des flashs pratiques de ce deuxième semestre, un fil rouge qu'on va suivre avec, les prochains invités. Donc, on va avoir, l'UEMA, hein, une classe maternelle qui accueille des enfants avec, du TSA et puis une autre invitée, spécialisée là sur l'accompagnement des enfants en situation de polyhandicap, où on va, continuer à explorer cette question d'approche sensorielle. Aujourd'hui, la proposition, c'est une introduction sur la sensorialité. Donc là, ça va concerner vraiment tous les enfants pour qu'on comprenne comment ça fonctionne et on terminera le semestre avec, plus de précision sur les troubles et les particularités sensorielles. Mais il m'a semblé nécessaire, en tous les cas, pour ma part, de déjà comprendre ce qu'était la sensorialité avant de venir plus spécifiquement sur les particularités sensorielles. Si tout est OK pour vous, on peut, heu, on peut lancer, le flash pratique de ce matin. Bonjour Mireille Caveau, bonjour Caroline, merci d'être là. Alors, est-ce que ça tourne? Oui, ça tourne. Alors, on se lassera jamais de se répéter, hein, à quel point effectivement et aujourd'hui on est, de plus en plus, informés grâce aux neurosciences.
du, développement du cerveau du bébé, de ce qui s'y passe. Alors, avec nos connaissances à nous, hein, on n'est pas du tout des spécialistes du cerveau, mais ça n'empêche pas qu'on puisse quand même en comprendre quelque chose et on sait aujourd'hui que les 1000 premiers jours de la vie d'un enfant jouent un rôle considérable dans le développement de son cerveau. En effet, on a, le cerveau d'un nourrisson qui contient déjà 10 à 20 milliards de neurones, comme chez l'adulte. Mais la différence avec l'adulte, c'est que ces neurones sont très peu connectés entre eux en ce début de mise en place cérébrale. Et on sait aujourd'hui, les neurosciences nous indiquent bien que c'est bien au travers d'expériences sensorielles, alors d'expériences plus largement partagées avec l'entourage du bébé, et plus particulièrement les expériences sensorielles, que du coup, les connexions vont pouvoir se créer et se multiplier. On sait aujourd'hui que, les 3 premières années de la vie, la croissance du cerveau est prodigieuse. Alors on avait déjà compris, hein, qu'effectivement un bébé, plus on le regarde, plus on lui parle, plus on le stimule et mieux il se développe. Aujourd'hui, on en a la preuve scientifique. Pour moi, ça fait une différence, cette connaissance dans ma pratique, parce que ça me permet, du coup, de pouvoir être en lien avec le bébé, l'enfant, mais même l'ado et puis l'adulte, en pleine conscience de ce que je suis en train de stimuler et de participer au développement, cérébral chez l'autre. Donc, on participe à la construction des cerveaux des enfants que, nous accueillons, hein, et ça, quelle que soit la structure. Pas besoin d'être dans une structure spécialisée. À partir du moment où on est en contact avec un enfant, on va participer, à partir de nos choix d'interaction avec lui, sur, heu, le développement de son cerveau. Et ça, c'est important parce qu'on entend souvent les collègues, et notamment en accueil de loisirs, qui nous disent: «Mais oui, mais bon, on le voit que le mercredi ou que certains jours en périscolaire et on n'a pas d'impact sur lui». Ben, c'est pas vrai, hein. Alors, en effet, on n'est pas là pour participer à son éducation. L'éducation, elle se fait bien à la maison. C'est pour ça que moi, je préfère parler d'accompagnement quand on les accueille comme ça sur des temps de loisirs. Néanmoins, on va avoir un impact au travers des propositions qu'on va faire, concernant la relation qu'on propose, les activités et ce qu'on vient, stimuler chez eux. Donc les expériences que vivent les enfants à nos côtés chaque jour agissent profondément et durablement, sur leur cerveau. C'est pour ça que, on est bien d'accord, et ça on le ressent tous, hein, on a une responsabilité énorme à, accompagner et s'occuper des enfants des autres. Donc, le cerveau va conserver les connexions des expériences les plus répétées. Chaque fois qu'on répète une expérience précise avec un enfant, on sait que ça va s'inscrire. C'est comme ça que, de façon très anodine, le fait de les prendre dans les bras, donc là on va penser plus à la petite enfance, hein, leur lire une histoire, leur parler avec calme et douceur, leur chanter une chanson, faire toutes sortes d'activités avec eux, ça va participer à développer des connexions cérébrales. Et aujourd'hui, on sait scientifiquement que les apprentissages, scolaires notamment par la suite, vont être plus performants à partir du moment où l'enfant est actif, à partir du moment où il refait de façon répétitive, hein. Plus il est acteur dans, dans le jeu, dans l'activité, et plus effectivement, au niveau de son cerveau, les connexions vont pouvoir se faire. Excusez-moi, je regarde dans le même temps le chat. Bonjour Maggie, Bastien, bonjour à tous, aux collègues qui nous rejoignent petit à petit. J'ai perdu ma discussion. Voilà. Vous n'hésitez pas, hein, les collègues, à m'interrompre, si besoin, hein.
Alors, on va se rappeler, pour venir parler de la sensorialité, que, l'enfant découvre le monde par son corps. Ça, c'est pas un scoop. Heu, Néanmoins, quand on fait, focus sur cet aspect-là, on prend l'ampleur de cette découverte qui passe effectivement par le corporel. Et on peut se dire que, jusqu'à au moins l'adolescence, l'enfant a une plus grande expérience sensorielle que langagière, hein. C'est après que, effectivement, le langage va prendre le dessus, c'est après que l'esprit va prendre le dessus, que le mental va prendre le dessus et qu'on devient du coup des adultes, qui appréhendons le monde plus par notre mental que par notre corps. C'est en train de bouger ça aussi, hein, aujourd'hui, on est, de plus en plus, informés que, l'esprit, c'est absolument nécessaire, que, l'intelligence, mentale, intellectuelle, elle est, bien sûr, elle permet de grandes choses, mais qu'on a quand même dans nos cultures tendance à laisser le corps de côté. Or, il est aussi important de, se sentir bien dans son corps que, dans son esprit, et quand on reprend les stades du développement de l'enfant et le développement de l'individu en général, on voit bien effectivement la place prépondérante, du corps, si tant est qu'on lui accorde de l'attention. Qu'est-ce qu'on appelle sensorialité? Moi, déjà, je trouvais que rien que le mot est magnifique. Alors la notion de sensorialité, elle vient de, Merleau-Ponty qui, déjà avait, désigné l'ensemble des modalités sensorielles et qui avait dit que le sensoriel, c'est tout ce qui concerne la sensation sur le plan psycho et physiologique. Donc là, on est bien effectivement à la fois, sur le corps et sur l'esprit, sur le corps et sur le cerveau. Alors, d'une façon très simple, hein, et très, vulgarisée, la sensorialité, c'est quoi? C'est le fait que les sens vont recevoir de l'information et la transmettre au cerveau. Le cerveau va traiter cette information et va faire redescendre dans le corps des réponses à partir de ce qu'il aura, traité, de ce qu'il aura interprété des, sensations que le corps aura reçues. Donc ça passe par le corps, ça monte par le cerveau et ça redescend par le corps pour pouvoir apporter une réponse. Ce processus-là, ça s'appelle l'intégration, sensorielle. On On va aborder, mais vraiment, voilà, hein, moi, je n'ai pas du tout de formation scientifique, hein, donc je m'appuie vraiment sur ma pratique, d'accompagnement et des connaissances simples, heu, sur lesquelles je peux, étayer ma pratique professionnelle. Mais on n'est pas du tout dans un propos là, ni scientifique, ni médical. Ça n'empêche de comprendre ce processus d'intégration sensorielle. L'intégration sensorielle, ça nous permet de quoi? Ça nous permet de sentir, de comprendre et d'observer, heu, les stimuli, hein, on appelle ça les stimuli sensoriels provenant de notre corps et de notre environnement. Sans arrêt, et ça dès le premier jour de la naissance, heu, le petit humain reçoit des stimulations, de toutes parts. Le premier stimuli sensoriel qu'il va, recevoir, le bébé, c'est par la peau, hein. C'est le toucher, le tactile. À partir du moment où, il naît, son premier rapport au monde, ça va passer ne serait-ce que par la température extérieure qui va être différente avec, de là d'où il vient, et donc ça va être des dizaines et des dizaines de ressentis corporellement, hein, l'air, la température, le toucher, ça va être son premier contact avec le monde. Alors, à chaque fois que j'ai mis des vignettes, heu, je manque pas de vous dire d'où ça vient. Déjà parce que vous pouvez aller y retourner si vous souhaitez en savoir plus, mais aussi pour, respecter, hein, la propriété des personnes qui nous mettent comme ça en libre accès
Et là, c'est notamment Optoys, vraiment, Optoys, donc on sait, hein, c'est un site qui vend, du matériel, mais pas que, qui nous propose aussi beaucoup de ressources gratuites et notamment là des schémas. Moi, j'étais partie pour, j'avais commencé à faire mes propres schémas pour essayer d'expliquer cette intégration sensorielle et puis je suis tombée sur, les schémas de Optoys qui sont en accès gratuit, hein, en accès gratuit qu'on peut, télécharger et donc du coup, je me suis dit qu'il fallait aller, au plus simple et au plus clair. Alors, l'intégration sensorielle, c'est bien. 7 sens en action, ça, on va y revenir. Pour ma part, j'étais plutôt sur 5 sens et grâce à ce travail autour du flash pratique, j'ai appris qu'il y en avait bien 7. Donc, ces sens, c'est effectivement eux qui vont percevoir ces fameuses stimulations, sensorielles qui vont venir de, l'extérieur ou de notre propre corps. Ça va passer, on voit bien là sur le schéma, ça passe par le cerveau qui traite les informations et qui ensuite va lancer les signaux pour que notre corps puisse avoir des réponses adaptées par les gestes, par les émotions, par les sensations, par les paroles. Exemple, donc je vous ai mis la petite vignette de quelqu'un qui trébuche. À partir du moment où je trébuche sur un obstacle, je perds l'équilibre. OK. Mais alors nous, on ne s'en rend pas compte parce que ça se passe en une fraction de seconde. N'empêche que pendant ce temps de déséquilibre-là, j'ai des capteurs sur tout mon corps qui vont envoyer différentes informations à mon cerveau et notamment, la première information, c'est: «Oups, attention, perte d'équilibre». Le cerveau va traiter, entre autres, cette information et va renvoyer des instructions pour que je puisse éviter la chute. Exemple, me redresser, placer les mains en avant pour, amortir la chute et pour se protéger. Alors, je vais l'éviter ou pas, la chute, hein, soit je vais trébucher et puis je vais réussir à me redresser et je ne vais pas tomber, soit je vais tomber et on voit bien, la mise en place de ce processus chez les enfants, hein. On voit bien effectivement que l'enfant, à partir du moment où il commence à faire ses premiers pas, il gère pas du tout pour l'instant, son cerveau n'arrive pas à traiter pour l'instant exactement toutes les informations qui viennent, lui signaler qu'il va y avoir une chute possible et pouvoir renvoyer, heu, au corps comment éviter cette chute. Donc c'est un processus qui se met en place et qui se met en place, pendant plusieurs années. On voit bien qu'en fonction des enfants, ça prend plus ou moins de temps avant que l'enfant trouve un certain équilibre quand il commence à marcher, mais pas que. On est bien au courant que du côté de la motricité, c'est au moins jusqu'à 7 ans que ce stade se met en place et en effet, parce que c'est pas, ça se fait pas du jour au lendemain que le cerveau reçoive des informations et les traite de façon, efficace, rapidement. C'est bon pour vous? Alors, cette intégration, sensorielle, ça veut dire aussi, ça veut dire, ça nécessite une bonne réception, hein, bien recevoir les sensations. Donc ça veut dire qu'il faut que ça fonctionne bien au niveau des connexions cérébrales pour que si je touche quelque chose de chaud, que je ressente bien la sensation de chaud et que l'information monte à mon cerveau pour dire: «Oups, attention, là, il y a, risque potentiel de danger parce que c'est chaud et donc je risque de me blesser». Donc ça veut dire bien réceptionner, dans un premier temps. Dans un second temps, ça veut dire aussi moduler. Alors moduler, c'est là où on va pas nous, y rentrer, plus que ça, hein. Il y a possibilité les collègues, mais, là je laisse les spécialistes, hein, et notamment qui ont une formation scientifique nous expliquer, la modulation. Moi, de ce que j'en ai, compris, c'est je reçois, mon cerveau reçoit l'information et il va sélectionner, trier pour pouvoir effectivement moduler, c'est-à-dire savoir de quelle façon il répond et savoir s'il répond ou s'il répond pas. Parce que, comme je vous disais, les dizaines et les dizaines, voire les centaines
de sensations qu'on va recevoir, le cerveau va pas tout traiter. Il va traiter que les informations prioritaires, celles qui nous mettent en difficulté, hein. C'est à celle-là qui va répondre. Et là encore, c'est un processus qui demande des milliers de connexions pour que ça se module bien et que ça s'intègre. Et c'est par ce processus-là que, du coup, petit à petit, et ça on le voit hein, en observant effectivement le développement de l'enfant, on voit comment petit à petit, il acquiert effectivement des réponses de plus en plus, adaptées à ce qui se passe autour de lui, en lui et comment il y répond. Là, je vous ai mis l'exemple du bébé, hein, le tout jeune nourrisson, il sursaute et il pleure au moindre bruit. Et puis, petit à petit, son cerveau va apprendre à reconnaître, les bruits et il va apprendre à effectivement à sélectionner celles auxquelles il doit, répondre en s'exprimant, fortement, hein. Exemple, il ressent la sensation de faim, ben, là, il y a pas photo. Le cerveau, il traite bien l'information en disant: «Bon, bah, là, ça a faim, donc il faut, absolument interpeller, crier, pleurer et cetera pour aller, prévenir, les parents et par contre, quand, des bruits plus anodins, hein, il va s'habituer, les bruits de la maison, les cris des frères et sœurs et cetera. Il va petit à petit, le cerveau va s'y habituer et va du coup ne plus être en alerte sur les bruits qui vont devenir, habituels. Ce processus d'intégration, sensorielle, heu, participe grandement au bon développement. Attendez, je regarde le chat, en même temps et on s'est, rendu compte, hein, qu'effectivement, c'est en fonction du bon développement de cette intégration sensorielle que va dépendre le bon développement derrière qui va toucher à l'autonomie, au langage, aux relations, aux loisirs, aux apprentissages, à la concentration et cetera, hein. C'est en fonction de cette intégration sensorielle que derrière, effectivement, l'enfant va bien se développer ou il peut y avoir des difficultés qui peuvent être directement être en lien avec, une difficulté d'intégration, sensorielle. Alors c'est en ça que ces recherches-là sont venues, répondre à ce que j'avais, intuitivement, pressenti, à savoir la sensorialité vraiment dans le développement d'un enfant et donc d'un individu. En fonction de comment ce développement-là se fait, ça va avoir un effet, vraiment, impactant et essentiel pour la suite du bon développement. Donc là encore, on est, sur des sources, provenant du site, du blog, hein, de Hoptoys. Ces vignettes-là, elles sont, téléchargeables, hein, gratuitement. Alors, les 7 systèmes sensoriels principaux. On était tous OK, il me semble, sur, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, bien que, le goût et l'odorat, en tous les cas pour ma part, avec, l'expérience, sanitaire récente, du Covid, moi, ça m'a fait prendre conscience à quel point le goût et l'odorat étaient absolument, essentiels, à savoir, essentiels aussi pour prévenir d'un danger, hein. Je pense à l'odorat ou au goût aussi, hein, qui va nous permettre effectivement de pouvoir recracher un aliment s'il est, périmé. Donc ce sont, des sens qui ont lieu d'être et heu et par rapport auquel moi, personnellement, je ne faisais pas forcément attention avant cette expérience du Covid. On a évidemment, l'expérience, le sens du toucher, hein, comme 5e sens, le tactile et puis 2 autres sens. Alors je ne sais pas si ça vous parle, là, je veux bien que vous me mettiez par chat, vos expériences. Il y a 2 autres sens que personnellement je ne connaissais pas.
et qui sont donc le système vestibulaire et la proprioception. Est-ce que ce sont des sens, que vous connaissiez, les collègues, heu, ou pas? Hem, du coup, on parlera alors oui pour Dorian, oui pour Maggie, OK. Du coup, on parlera, Marine de Cannes, merci. Merci pour vos réponses. À quelques collègues non quand même, je me sens moins seule. Merci. Et du coup, j'ai compris qu'on parlait pas tant de sens isolément, mais plutôt de systèmes sensoriels et de systèmes, qui sont imbriqués les uns avec les autres, hein. C'est-à-dire que, le vestibulaire, la proprioception, on va le voir, ne fonctionne pas effectivement sans le sens, de la vue, de l'ouïe et cetera. Donc, ce sont vraiment des systèmes qui sont imbriqués et qui peuvent se développer à partir du moment où, tout le système fonctionne bien. Philippe, oui, important dans le développement physique dans le monde sportif. Oui, entièrement d'accord. Oui, j'imagine que, les collègues qui ont une formation, peut-être d'éduc sportif ont eu ces notions-là dans leur formation initiale. Fort possible. Pour ma part, si on remonte, une petite trentaine d'années en arrière maintenant, ça OK, osons le dire. Moi, dans ma formation initiale d'éducatrice, j'ai pas du tout souvenir, hein, d'avoir eu, de notions sur la dimension sensorielle du développement. J'avais bien les dimensions, classiques, hein, motricité, langage, socialisation, cognition, mais pas du tout sur la sensorialité. J'avais entendu parler du stade sensori-moteur, et notamment par Piaget, mais personnellement, en tous les cas à l'heure actuelle, avant ce travail sur la sensorialité, j'aurais pas su le définir avec précision. Mireille Caveau, moi non plus et j'ai une formation d'éduc sportif. Oui Mireille. Merci Mireille pour la solidarité. Je crois que là, c'est aussi une question d'âge et que en effet, nos collègues qui sont, plus jeunes bénéficient aujourd'hui des avancées en neurosciences et on peut se réjouir que ce soit, du coup intégré dans leur formation, initiale. Alors le système vestibulaire, c'est le sens du mouvement et de l'équilibre. Alors j'avais bien compris effectivement qu'il se passait quelque chose dans l'oreille interne. Je suis plus avertie aujourd'hui après quelques lectures et quelques recherches. Non Mireille, je te rappelle pas que tu es vieille. Je dis juste qu'on est de la même génération et qu'en effet, les professionnels qui ont 50 ans aujourd'hui, même si le fil rouge reste même dans la formation, initiale, n'empêche que heureusement la formation, se nourrit des avancées. Et donc il y a 30 ans, ben, les neurosciences, on n'en était pas là où elles en sont, aujourd'hui. Mais c'est beau l'expérience aussi. Philippe aussi nous dit: «Je suis pas plus jeune». OK Philippe. Donc, le système vestibulaire, c'est un organe, sensoriel qui est caché dans l'oreille interne et qui détecte les mouvements de la tête et sa position quand le corps bouge. Il va nous permettre de repérer où se situe notre corps dans l'espace. Eh bien, si c'est nous qui bougeons, nous, notre propre corps, ou si c'est, heu, en dehors de nous, notre entourage. Alors, je vous ai mis pour ça, je trouvais que c'était le plus représentatif en fait, la question de l'équilibre sur, la boule du cirque, parce que je trouve que c'est une expérience, concrète, qui nous permet effectivement de voir que sur une boule, hein, heu, qui bouge à partir du moment où on monte dessus, c'est bien nous qui allons avec, un peu d'entraînement et d'apprentissage, c'est bien nous qui allons sur cette boule, renseigner à notre corps comment il faut se placer et comment il faut, faire le mouvement des jambes pour pouvoir, effectivement tenir en équilibre sur cette boule. Alors,
ce système vestibulaire, il va nous renseigner sur la direction du déplacement de notre corps et sur sa vitesse. Et ça, on s'en rend pas compte, hein, heu, ça se fait naturellement quand ça fonctionne bien. Alors, le processus de ce système vestibulaire, c'est je vous l'ai mis en bas, hein, dans les petits rectangles. Je fixe mes yeux sur une cible, sans que je m'en rende compte, ça va activer les muscles de la colonne vertébrale qui vont se tonifier, qui vont du coup, me permettre de stabiliser ma posture, hein. Donc là, c'est bien tous mes muscles qui se mettent en place, qui vont me permettre une certaine posture, plus si on est sur la boule, un mouvement régulier, des pieds, des jambes pour pouvoir effectivement faire avancer la boule, sur place et c'est comme ça que petit à petit, on va, pouvoir trouver un équilibre et qu'on va éviter la chute. Maggie, évidemment, idem pour le vélo. Tout à fait d'accord. Là, on est bien d'accord et on voit bien, hein, quand, les enfants apprennent à faire du vélo, leur corps, au début, n'étant pas du tout habitué au type de mouvement qu'il faut faire et à la posture qu'il faut avoir sur un vélo, ils perdent l'équilibre si ils ne se mettent pas tout de suite en action, tout de suite à pédaler. Donc exactement, c'est un très bon exemple. Je pourrais par la suite mettre une photo de vélo. Exactement. Moi, ça m'a fait penser quand j'ai été sur cette vignette-là, à l'expérience de la conduite, hein. L'expérience de la conduite, c'est, le moniteur nous répète, «Fixez, fixez droit devant vous». Là où on a tendance, quand on apprend à conduire, à fixer le capot de la voiture. Ça marche aussi pour le ski. Je me rappelle sur le ski, dans mes débuts, fallait-il bien que je regarde droit devant moi et non pas que je regarde mes pieds, réflexe que j'avais, parce que c'est bien, la direction, que prend mon regard qui va venir indiquer par plein de capteurs et qui va permettre au cerveau de traiter toutes les informations pour pouvoir effectivement faire avancer mon corps dans la bonne direction et à la bonne vitesse. Donc ce sens-là, il est absolument, essentiel. On ne se rend pas compte quand ça se passe merveilleusement bien et naturellement bien dans le développement de l'enfant, mais par contre, on s'en rend compte quand il y a des couacs, hein, et on se rend compte qu'il y a des enfants qui, passé le stade de la motricité où normalement l'intégration sensorielle aurait dû être, faite, on voit bien qu'il y a des difficultés effectivement au niveau de l'équilibre, par exemple. Et c'est là où on va pouvoir, commencer effectivement à apercevoir, des particularités chez les uns et chez les autres et où aujourd'hui, les spécialistes, on y reviendra en fin de diapo, heu, très informés très avertis sur cette question de l'intégration sensorielle, vont pouvoir effectivement et chercher à comprendre ce qui est dysfonctionnant dans l'intégration sensorielle et vont pouvoir du coup, proposer des accompagnements pour pouvoir, heu, hem, pour pouvoir aider, soutenir ce, qui n'a pas pu se faire, naturellement. C'est bon pour vous? Je peux poursuivre? Je jette juste un petit œil au timing, on est pas mal, 10:00, 10:38. OK. Donc ça, c'était pour le 6e sens et le septième, c'est la proprioception. La proprioception, c'est le sens de la position du corps, c'est-à-dire que, heu, ça va renseigner notre cerveau sur l'emplacement des différentes parties de notre corps et sur ce qu'elles sont en train de faire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a des récepteurs, alors là vraiment, très corporels, hein, qui vont se situer dans nos muscles, nos tendons, nos ligaments et ces récepteurs vont, effectivement permettre j'essaye de hop, voilà,
permettre à notre corps de s'orienter dans l'espace, de planifier et d'exécuter, des mouvements. Ça, c'est un sens, il me semble, dont on ne se rend pas compte. Heu, Faut-il être très attentif, hein, et très, au calme pour, effectivement percevoir que notre corps s'adapte constamment, en permanence aux situations qu'il rencontre. Ainsi, la proprioception, c'est ce qui va nous permettre, par exemple, de descendre les escaliers, sans regarder, sans que ce soit un escalier, trop compliqué, hein, même si, aujourd'hui, OK, au niveau de la proprioception et de mon développement, mais si je dois prendre un un escalier extrêmement étroit en colimaçon et cetera, là, pour le coup, je vais quand même faire attention. Je vais utiliser, le sens de la vue pour, aider à la proprioception. Mais quand on est sur de l'escalier, simple, hein, et grâce à la répétition de cette expérience selon laquelle, mes capteurs, mon cerveau a bien traité que, OK, il y a des marches, du coup, il a enregistré qu'il fallait se positionner de telle façon pour pouvoir descendre aisément l'escalier et ça se fait de façon complètement naturelle. Même exemple, je vous ai mis en bas, quand on pousse une porte, pour l'ouvrir, on n'est pas conscient de, la force, que naturellement on adapte, pour pouvoir pousser une porte. Alors exemple aujourd'hui, une femme porte coupe-feu, au cinéma par exemple, pour avoir eu l'expérience quelquefois, aujourd'hui je m'attends à ce qu'il faille pousser fortement la porte parce que je sais que ces portes coupe-feu sont extrêmement lourdes. Mais pour les portes lambda, je ne fais pas du tout attention qu'à ce moment-là, tout mon corps est en train d'adapter, l'intensité de la force que je dois y mettre pour, pousser, la porte, du bureau, par exemple. Donc voilà pour, ces 7 sens qui participent de la bonne intégration, sensorielle, chez l'enfant et chez, l'individu, en général. Est-ce que vous avez des questions à ce stade-là? Ça a l'air d'aller? Donc du coup, on peut poursuivre. Alors, cette vignette, toujours de Hop Toys qui vient, ancrer, en tous les cas pour ma part, le fait que, cette, intégration, alors neurosensorielle constitue la base de la pyramide des apprentissages des enfants. Là, ça s'appuie, hein, sur de l'étude, vraiment, scientifique qui fait référence aujourd'hui. C'est la Pyramid of Learning de William et Schellenberger. On pourra aller en savoir plus. Moi, pour aujourd'hui, il m'a semblé pas utile de détailler cette base-là qui fait référence, mais simplement en retenir que, l'intégration sensorielle permet bien le développement donc du fameux sensorimoteur. Aujourd'hui, je comprends mieux ce que ça veut dire, hein, sensoriel et moteur, ce qui concerne tout ce qui est effectivement, mécanisme du corps, en mouvement, jusqu'au développement comportemental et cognitif. Et là, juste pour vous illustrer sur cette vignette que, c'est bien le système nerveux central, hein, donc on est bien au niveau du cérébral. C'est à partir de là, à partir des connexions cérébrales que derrière, du coup, tout le développement global de l'enfant, dépend des bonnes connexions, neuronales qui vont pouvoir se faire et sur cette vignette, hein, on voit bien que tout ce qui se met en place, alors ça reprend bien sur les 2 premiers étages les systèmes, sensoriels,
ça va d'abord passer par ça, puis ensuite on va venir sur, le développement sensorimoteur, puis le développement de, effectivement perceptivo-moteur, hein, donc là de tout ce qui va être perception, jusqu'aux activités de la vie quotidienne et des comportements. Alors le comportement, c'est les bonnes réponses adaptées aux situations que va rencontrer l'enfant. Et c'est là où, du coup, les particularités, hem, du développement, en général et en particulier sensoriel, vont commencer à se révéler. C'est quand il ne va pas y avoir des réponses adaptées. C'est ça qui va nous interpeller, en observant l'enfant. C'est là où on va dire: «Ah tiens, là, effectivement, il ne réagit pas comme on en a l'habitude, hein, comme dans la norme du bon développement de l'enfant. Et la finalité de cette pyramide, ce sont les apprentissages, scolaires. Donc bien pour montrer en effet que, quand, l'intégration sensorielle ne se fait pas ou qu'elle est dysfonctionnante, du coup, ça va impacter les comportements de l'enfant, évidemment, ses relations et ses interactions avec les autres, sa capacité d'apprentissage, son autonomie, ses activités de loisirs. Là, on voit déjà se dessiner, même si ce n'est pas notre propos, aujourd'hui, mais c'est pour ça que j'ai tenu à ce que ce soit une introduction. On voit déjà se dessiner notamment des particularités qu'on va rencontrer avec, les troubles du spectre, autistique. Pour moi, c'est vraiment un éclairage, incroyable, de ma place sur, notamment ce trouble du spectre autistique, hein. Donc vous vous souvenez, on parle bien de spectre au regard des multiples formes, intensités qu'on peut rencontrer, chez les individus. Mais surtout, surtout, pour ma part, c'est aidant parce que nombre de fois où ces troubles du spectre autistique sont, pour ma part très surprenants et je ne peux que observer et chercher quelle entrée pour effectivement, à un moment donné, soit apaiser, parce que je vois bien par les expressions, du visage corporel et cetera que l'autre là ressent un inconfort. D'accord? Et du coup, il y a plein de moments où je trouve ça désarçonnant, parce qu'il y a des comportements et des réponses qui me sont complètement, inconnus. Alors du coup, ce détour par la sensorialité me fait au moins, accepter l'idée que d'accord, en effet, heu chez l'autre, il peut y avoir des connexions qui ne se sont pas faites exactement comme ça se fait, majoritairement, chez les individus et qui produisent du coup des différences de réception du monde, auxquelles je ne suis pas du tout habituée. Mais au moins ça me permet de comprendre dans les grandes lignes, ce qui se passe chez l'autre. C'est très surprenant, par exemple, de savoir qu'il y a des enfants ou des adultes qui ne sont pas du tout réceptifs à la chaleur ou à la douleur. Heu, la première fois que j'ai été en contact avec cette particularité-là, hem je comprenais pas pourquoi et du coup, je trouvais ça, je pouvais trouver ça effrayant. Là, aujourd'hui, OK, j'ai capté que, des connexions ne se font pas, c'est comme ça peut se travailler. Du coup, c'est là où les spécialistes vont pouvoir être soutenants, aidants pour venir, nourrir notre pratique et nous donner quelques indications sur comment on fait pour pouvoir effectivement, accompagner ce type de particularité. C'est OK pour vous? Vous me suivez toujours? Alors on en arrive à, ce qu'on peut appeler aujourd'hui une pédagogie sensorielle ou approche sensorielle qui consiste, heu, en conscience, hein, je le redis, hein, on n'a pas attendu toutes ces découvertes-là pour, ne pas stimuler les enfants d'un point de vue, sensoriel, mais je crois que, quand on le fait en conscience et en comprenant mieux ce qu'on vient, permettre dans le développement de l'enfant, du coup, je trouve que c'est plus opérant.
c'est plus, heu, efficace, dans les activités qu'on va pouvoir, proposer et on va, donc, favoriser le développement de l'enfant et plus précisément, chaque fois qu'un professionnel, heu, soutient sa pratique, soutient l'accompagnement avec de l'approche sensorielle, il démultiplie les connexions neuronales des enfants. Donc ça veut dire qu'on va, à notre niveau, participer à, développer leur intelligence, leur imagination, leur intuition, hein, tout ce rapport au monde qui est, effectivement absolument essentiel pour leur devenir. Donc là, on a remis les 5 sens habituels et j'ai bien noté qu'on n'oublie pas, les 2 sens auxquels on ne pense pas forcément, le vestibulaire et la proprioception qui n'est pas exactement facile à, prononcer. Alors en proposant des activités sensorielles, Hem, les professionnels qui accompagnent les enfants dans les structures ordinaires, hein, heu, les aident à explorer le monde qui les entoure, à le percevoir, à le comprendre, à se l'approprier. Alors bien sûr, j'ai pas pu m'empêcher de penser à cette, époque que nous vivons avec, l'invasion des écrans qui sont une modernité technologique absolument merveilleuse, mais qui peuvent être aussi, délétères pour, l'individu en général et on sait que, certains adultes peuvent être très, très addicts et très coupés du monde à cause des écrans. Mais, le public enfant, qui a tout notre intérêt en tant que professionnel de l'enfant, n'est pas épargné par ce côté, effectivement, délétère de l'écran. Et du coup, là aussi, l'air de rien, tranquillement, sans partir, en bataille, hein, mais simplement avoir conscience que, là encore, si, on accueille des enfants pour lesquels on sait qu'il y a beaucoup d'heures d'écran, à la maison, ben, on peut se réjouir. On peut se réjouir chaque fois que, on leur propose des activités multisensorielles, hein, chaque fois qu'on leur propose, ce rapport-là à l'autre, donc à nous et au monde, bah, du coup, on vient aussi, heu, faire un contre-pouvoir avec toute la passivité, hein, le c'est bien ça, hein, entre l'univers sensoriel et et le fait d'être devant un écran, c'est que là où l'univers sensoriel nous rend actifs à tous les endroits de notre corps et de notre cerveau, à l'inverse, la passivité dans laquelle on peut être, face à un écran, c'est que là, pour le coup, il ne se passe pas grand-chose ou en tous les cas beaucoup moindre. Bien sûr, j'entends les collègues que, il y a des des applications, des jeux et des activités, numériques, qui viennent, favoriser effectivement, l'intelligence, qui viennent favoriser les compétences, cognitives et cetera. Entièrement d'accord, mais là aussi, tout est question d'usage, hein. Hem, à quel rythme et avec quelle durée? Et on sait bien que l'écran devient néfaste à partir du moment où, l'enfant se retrouve devant un écran, donc on se le rappellera jamais assez, mais que, hem, avant, alors il y a beaucoup de sons sur beaucoup de versions sur à quel âge un enfant peut-il être, devant un écran. Moi, je laisse à chacun, le la liberté de pouvoir dire, bah, plutôt à tel âge qu'à tel autre. Je me dis juste qu'avec nos connaissances à nous, des stades du développement de l'enfant, on peut faire des, suppositions sur à quel moment effectivement, l'écran est souhaitable et à quel moment il ne l'est pas. Ce qui est sûr, c'est que, ce qui va être néfaste, c'est à partir du moment où il y a plus d'écran que d'expériences, multisensorielles et là effectivement je pense que ça peut devenir, délétère. Et du coup, on a une, responsabilité là aussi, Philippe, écran seul ou accompagné d'un adulte, oui, 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 ça fait exactement la différence. Là encore, heu, si on est sur l'écran, évidemment avec un adulte, donc qui va effectivement, stimuler les interactions avec l'enfant,
j'ai envie de dire, on est bon. Là aussi, différence entre, l'adulte avec qui on va regarder, pendant 3 4 heures, je ne sais, des clips ou des films et cetera, et où il va y avoir aucune interaction parce que les 2 individus sont bien côte à côte physiquement, en effet, mais rivés sur l'écran et sans interaction. Bon, là, voilà, on peut s'interroger effectivement sur ce partage d'activités de visionnage. Heu et ce qui me paraît aussi intéressant à partir du moment où on est plus averti en tant que professionnel sur cette dimension sensorielle, donc on va partager avec l'enfant, il me semble qu'on va aussi pouvoir du coup la partager, on va pouvoir partager, ces informations-là avec les parents. Et les parents, je crois que là encore, ils sont preneurs à partir du moment où on leur montre. Alors, je suis pas pour, le discours et la leçon. Les parents, ils ont pas envie et ils sont pas disponibles, pour qu'on vienne le soir et le matin leur expliquer effectivement, l'avantage du, multisensoriel et les inconvénients des écrans. Moi, je vous parle pas de discours là, je vous parle aussi de partage concret, à savoir simplement, à la fin de la journée, pouvoir montrer, aux parents, ce qui a pu être, fait sur le plan sensoriel avec leurs enfants et surtout leur souligner, l'air de rien, les compétences, le développement des compétences sensorielles, de leurs enfants. Alors non pas pour nourrir la production attendue par les parents, donc là je pense en crèche, hein, où on a, j'entends souvent les collègues dire, les parents le soir ils nous demandent, comment s'est passée la journée, mais surtout pour savoir ce que l'enfant a produit dans la journée en termes d'objets et cetera, parce que la production est signe de bon développement. Bon, on n'est pas dupe de ça, on rassure les parents, effectivement, il y a eu de la production, vous inquiétez pas, il n'a pas rien fait de la journée, on est bon. Mais par contre, nous, on sait que là, dans notre propos, on est bien sur faire passer le message et là encore, vraiment discrètement, mais faire passer le message de: «Regardez ce que votre enfant a pu, développer là, d'un point de vue, sensoriel, quand il a effectivement participé à telle activité, quand il a été dans telle interaction avec un autre enfant ou avec un adulte». Voilà, multiplier les exemples où il a été question de sensorialité et l'air de rien, on saupoudre là, notre, notre vision éducative selon laquelle effectivement par le sensoriel, on participe au bon développement de l'enfant. Est-ce que vous me suivez toujours? Oui? Merci Justine. Nelly, bonjour Nelly. Sabrina, OK, OK. Merci Marine, Kelly. Est-ce qu'il y a, merci Bastien. Est-ce qu'il y a des questions ou des idées complémentaires? Je vous laisse, heu, je vous laisse le temps. OK. Donc du coup, cette approche, sensorielle, je suis allée voir un petit peu, auprès de qui on pouvait se tourner pour, là, pour le coup, avoir un petit peu plus de précision et de données scientifiques et en effet, le psychomote et l'ergothérapeute, hein, surtout dans les recherches que j'ai faites, beaucoup sont, à l'origine par les ergothérapeutes et ça, on l'abordera au mois de décembre, hein, avec une femme ergothérapeute notamment qui a beaucoup travaillé sur l'intégration, sensorielle. Heu, alors avant de reprendre sur ces professionnels-là, heu, Élodie,
J'aurais aimé suivre votre webinaire, mais mon ordinateur n'a pas de haut-parleur. Ah, d'accord. Pour la prochaine fois, je vais m'équiper. Oui, alors, est-il possible de m'envoyer le lien? Donc les collègues, hein, même les collègues qui devraient partir ou qui arrivent et que le flash pratique est commencé, vous savez que le flash pratique est déposé entre cet après-midi et demain matin dans la Docutech. La Docutech, vous m'envoyez un petit mail, je vous envoie le lien d'accès et vous pouvez du coup revisionner celui-là ou les flash pratiques précédents à votre guise, aussi bien en visio qu'en audio dans la voiture. Vous les téléchargez à partir de la Docutech, je vous envoie le lien. Donc, nombreux sont les collègues, hein, qui déjà travaillent avec des psychomotes et des ergothérapeutes. Alors, il m'a paru utile là aussi, pour moi, donc du coup peut-être pour vous, de reprendre la fiche métier de ces 2 spécialistes. Alors le psychomote qui prend, en compte le corps, le psychisme, l'affectif, pour traiter les troubles psychiques liés à des troubles corporels et inversement. En utilisant, et donc là on y est bien, hein, le théâtre, l'eau, les arts martiaux, le mime, l'équithérapie, le rythme, la voix, l'expression corporelle, le jeu. Donc on est bien là sur une proposition d'approche multisensorielle. Et puis l'ergothérapeute qui, lui aussi va, travailler à partir de ces supports, sensoriels. Alors, cette fiche-là, donc là, on est toujours avec Optoys, hein, qui travaille autour de et avec, tout ce qui est occupationnel. C'est-à-dire les activités que les personnes veulent, doivent ou devraient, réaliser, mais qu'elles n'arrivent pas à accomplir de façon, satisfaisante dans les gestes de la vie, quotidienne. Et là, faut-il effectivement, une approche, très spécialisée pour pouvoir effectivement repérer, observer, repérer les particularités sensorielles et elles sont, multiples. C'est comme ça qu'on va pouvoir parler chez ces spécialistes-là de profil sensoriel. On l'évoquera, dans le 2e, flash pratique au mois de décembre concernant, les troubles sensoriels des personnes et du coup l'ergothérapeute qui va, proposer un accompagnement très individualisé. Alors on voit, hein, l'ergo, il est, toute tranche d'âge, aussi bien, du bébé, jusqu'aux personnes âgées et il va travailler les troubles sensorimoteurs, d'intégration sensorielle, les troubles du neurodéveloppement évidemment, heu et il va pouvoir effectivement hem, proposer, quelque chose d'extrêmement, adapté. Donc ce sont des spécialistes vers lesquels on peut, se tourner quand c'est nécessaire, soit pour avoir des explications, soit pour avoir des conseils et des indications pour un meilleur accompagnement. Pas de problème Nadine qui doit nous quitter. Merci d'avoir été présente, ce matin et vous suivrez la fin du flash pratique, hem en replay. Est-ce que, les collègues, je pense surtout aux collègues de crèche, sur les psychomotes et les ergothérapeutes, est-ce qu'ils rentrent dans les crèches? Est-ce que vous avez des expériences, avec ces professionnels-là? Oui, il me semble que oui. Hem, Marine Deneux sur Cannes, est-ce que vous n'êtes pas, psychomote? Il me semblait. Oui, vous confirmez qu'il rentrer dans les crèches. Vous êtes psychomote, Marine, hein? Ou psychologue? Je ne sais plus. Céline, une psychothérapeute est venue nous faire une formation sur l'approche Nosélène. Oui, évidemment, on va l'évoquer ce Nosélène, forcément. Voilà et Marine, psychomote. Voilà, je ne me suis pas trompée. On fait intervenir une psychomote à partir d'octobre, Marjorie Spini. OK. Alors, n'hésitez pas, les collègues, à nous faire un retour
sur effectivement, comment ça se met en place, ces pratiques avec, quand même ces nouveaux professionnels, hein. Moi, 20 ans en arrière, j'ai pas souvenir de travailler avec des psychomotes notamment. Nelly, nous avons eu une étudiante qui est venue en stage pour 2 semaines. Ils peuvent intervenir à la crèche, mais nous n'avons encore jamais eu de demande. OK, OK, OK. C'est très intéressant, hein, je crois de pouvoir, justement, heu, compiler à la fois, l'expertise là des professionnels, des structures ordinaires. Donc on se souvient que nous, notre expertise, elle est bien sur une observation fine, sur la durée, dans le quotidien, de l'individuel au sein d'un collectif, hein, et ça, c'est vraiment, une expertise heu, qui va être, au service de la mise en place de l'accompagnement que va proposer le psychomote. C'est-à-dire que c'est bien à partir de nos données qu'un psychomote ou, un ergothérapeute va pouvoir effectivement appréhender encore avec plus de précision les particularités de tel ou tel enfant. Marine nous dit: «L'intervention en crèche se situe essentiellement dans la prévention des troubles du neurodéveloppement». Oui, on est d'accord. C'est que là, effectivement, je crois que, pour l'instant, on interpelle un psychomote ou un ergothérapeute quand il y a de la particularité, quand les professionnels repèrent effectivement, hem, des difficultés concernant l'enfant. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour le tout venant, des enfants. Un travail d'observation des actes de la vie quotidienne est nécessaire, on est d'accord Marine, hein? C'est bien en ça que, vous avez besoin, et je parle sous votre contrôle, que vous avez besoin de l'observation fine des professionnels du quotidien dans les structures ordinaires, qu'on soit, en crèche, en accueil de loisirs, en périsco. Travail d'équipe, absolument, absolument, hein, on se rappelle que, c'est bien cette complémentarité des regards, des approches, des expertises qui permet effectivement de proposer à l'enfant et à sa famille un accompagnement le plus adapté qui soit. Tout à fait d'accord. Alors, a déjà été évoqué Snozelen. Je vous ai évidemment prévu une petite vignette sur Snozelen. Alors, une fois qu'on a, déblayé un petit peu dans les grandes lignes, hein, le côté théorique de la sensorialité, bien sûr, on vient sur le pratico-pratique. Donc là, ces vignettes, elles s'inspirent de vous, hein, de vos récits, de vos observations, de vos pratiques, et là, j'ai essayé de rassembler ce qui se faisait, mais c'est absolument pas exhaustif. En tous les cas, c'est chouette parce que dans les, sessions de sensibilisation, il y a toujours des idées, auxquelles on n'a pas pensé, des idées qui sont déjà mises en place par des collègues depuis longtemps et puis par d'autres pas du tout. Donc du coup, on se nourrit vraiment les uns les autres. Alors ici, on a, les bouteilles, sensorielles, simples. Alors, c'est vrai que j'ai tendance un peu à privilégier la fabrication artisanale, plutôt que l'achat, parce que, déjà parce que je trouve ça, chouette l'implication que ça demande là, et pour le coup, du côté de notre sensoriel à nous, que de venir, créer, inventer, construire un outil, sensoriel. Mais évidemment, on peut et s'inspirer de ce qui se fait dans le commerce, et là aussi, on a des personnes qui ont, beaucoup, réfléchi, pensé et qui proposent, des objets qui sont absolument, fabuleux, mais qui restent quand même chers. Du côté des supports spécialisés, ça reste encore quand même, il faut du budget. Alors du coup, moi j'ai privilégié là des propositions, faites maison. Donc les bouteilles, sensorielles, hein, à la fois, on a bien là, les sens qui sont sollicités, la vue, l'ouïe, et puis le toucher aussi, hein, puisque affaire à utiliser comme des maracas. Les tapis sensoriels, j'ai trouvé celui-là, très sympa en forme de pied. Alors, bon là, c'est la taille, adulte, mais j'ai imaginé aussi un tapis, la même version mais avec des petits pieds, qui
pourrait être, effectivement en proposition pour la petite enfance là, avec les petits qui sont souvent pieds nus. On l'a en taille plus grande pour l'accueil de loisirs, par exemple. Moi, j'imagine, complètement ça, des objets qui sont là, qui font partie du décor, quotidien et avec des petits rituels. Ça peut être, par exemple, donc là, je pense à l'accueil de loisirs. Alors, je ne sais pas trop si c'est pratique, effectivement, la question de se déchausser, de se rechausser. Peut-être que là, en collectif, ça il y a une limite, mais je ne sais pas, à tester. En tous les cas, pour un retour au calme, quand ça revient de la cour, que ça a bougé, sauté, crié dans tous les sens et avant de repasser à une activité plus calme, j'imaginais le sas, passer par, ce tapis avec, symboliquement, voilà, on fait son entrée dans l'activité qui va être, plus calme et en même temps avec toutes les sensations qu'il y a au niveau de la voûte plantaire. Parce qu'on là, on se souvient aussi que, au niveau de la voûte plantaire, c'est des milliers et des milliers de terminaisons nerveuses qui font, une réceptivité, magnifique. On saluera d'ailleurs la réflexologie qui procure un bien-être, extraordinaire. Je referme vite la parenthèse, sinon je vais partir sur la réflexologie, la médecine chinoise et tous les apports fabuleux de cette pratique. Voilà et puis, je vous ai mis aussi donc, des boîtes. Alors là, on a, les boîtes sensorielles, les murs, sensoriels aussi, à fabriquer. En construisant ce flash, il y a eu beaucoup, Pinterest qui s'est présenté avec plein d'idées et notamment j'ai bien aimé cette idée en bas là vous avez vu ces boîtes là? Donc ce sont des couvercles de boîtes, à mouchoirs ou à lingettes ou je ne sais quoi, qu'on a récupérés, qu'on a glissés dans un carton. Et du coup, on peut soulever, fermer et ouvrir les couvercles et sous le couvercle, il y a, de la texture, différente. Donc il y a à la fois l'effet de surprise et puis à la fois la possibilité pour les enfants de toucher, de découvrir. On peut faire du jeu, à l'aveugle. Enfin, j'ai trouvé cette idée-là, très sympa et du coup, je vous disais, c'est vrai qu'il y a, comme, dans le fait maison, il y a Pinterest qui vient très souvent, s'afficher parce qu'il y a, moult idées. Bastien qui nous quitte, au revoir Bastien, merci d'avoir été là. Ça me fait penser à Bastien qui dit qu'il va être obligé de partir, à la cantine et effectivement, on m'a fait la demande de pouvoir avancer les flashs pratiques ce lundi matin parce que 10h-11h30, ça permettait pas à de nombreux animateurs d'être présents et du coup, peut-être de les ravancer d'une demi heure, les démarrer à 9h30 et pouvoir les arrêter à 11h pour, permettre aux collègues d'être là. Je manquerai pas de faire un petit sondage quand je vous rencontrerai en formation pour savoir effectivement si un nouvel horaire à partir de janvier 2024 peut, mieux correspondre à vos contraintes. Alors, dans la série des, supports sensoriels, je vous ai proposé aussi les perles sensorielles. Ça, je trouve ça magnifique et effectivement, non seulement c'est beau visuellement, mais c'est très satisfaisant. On verra sur une dernière vignette, au niveau du toucher. J'ai découvert le riz coloré que les collègues de crèche doivent, à mon avis, déjà, pratiquer. Là aussi, visuellement et tactilement, je crois que c'est très bienfaisant. La pâte à modeler, la table lumineuse, je crois qu'il est pas mal utilisée là, en institution et du côté des troubles du spectre autistique. Les parcours de motricité, évidemment, ceux-là, on les connaît bien. Les tableaux sensoriels et merci Mireille, un changement d'horaire serait OK, d'accord et j'ai trouvé ça sympa, là j'ai pensé, je sais pas, en accueil de loisirs par exemple, en séjour, été, non seulement, la création, donc ça veut dire créer avec des enfants déjà sur papier, imaginer une cabane comme ça avec, moultes idées, d'activités accrochées, à ce support et puis pourquoi pas la construire avec, des enfants là un peu plus grands. Là on a en plus, heu
plusieurs fonctions dans le même objet, puisque là, il y a aussi la fonction cabane, refuge, où on se rappelle que tous les enfants de la Terre aiment bien faire refuge dans quelque chose qui est de l'ordre de la cabane. Ok, Gaëlle. Voilà, on passe évidemment, on ne pouvait pas faire l'économie d'évoquer Snozelen. Alors, je ne savais pas. Alors, si, je m'étais bien douté que Snozelen portait le nom de son fondateur hollandais, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et alors, du coup, Snozelen, littéralement, c'est la conjonction du mot, je vous laisse le lire en hollandais, mais en tous les cas, la traduction, c'est humer, sentir, explorer et dans le même temps somnoler, récupérer, apaiser. Bon, porte dans ce mot effectivement les différentes fonctions des espaces sensoriels. Alors, donc, on connaît les espaces sensoriels proposés par Snozelen, qui correspond à un cahier des charges, etc. Et là, je crois aussi que c'est un peu cher, mais on peut s'en inspirer. Il y a quelques crèches qui m'ont dit qu'ils avaient euh, investi dans le chariot Snozelen. Donc là, par contre, j'ai pas de retour, mais je manquerai pas d'interroger les collègues quand je les croiserai sur leur expérience avec ce chariot, qu'est-ce qu'ils en pensent, est-ce qu'ils trouvent ça utile, etc., pratique. Et puis, j'ai découvert le sac à dos aussi, Snozelen. Que se passe-t-il? Alors, j'ai eu un petit problème technique, les collègues. Est-ce que vous êtes là? Ok, super, merci. Je suis désolée. J'ai eu un petit moment de suspense parce que la connexion euh, s'est arrêtée, en fait. Ok pour moi, super, merci. Merci beaucoup. Ouf. Alors, du coup, on repartait sur Snozelen. Il y a une collègue, j'ai vu, qui a mis un commentaire sur Snozelen. Je la retrouve pas. Un espace sensoriel de calme total pour Philippe. Ok, ça veut dire que vous le pratiquez, l'espace Snozelen. Alors, oui, hein, en effet, on a bien effectivement sur les effets de ces espaces. Non, je parlais du moment sans image. D'accord, merci Philippe. On a bien effectivement comment euh, des retours sur ce que ça procure, aussi bien pour les petits, les moyens que les grands, que les personnes âgées aussi, hein, des espaces de calme qui sont euh, imparables, hein. Vraiment, là, c'est extrêmement efficace. Maintenant, voilà, soit effectivement, pour nous professionnels là, en structure ordinaire, soit effectivement, on a un peu de budget et on peut investir de ce côté-là, soit on s'en inspire et on le fait nous-mêmes. Alors, logiquement, alors attendez, là, logiquement, l'espace Mosellen a étant, c'est la découverte. Premier, c'est la découverte, donc l'enfant est très actif. Le second, l'enfant va se calmer de lui-même. Exactement. Hein, il y a effectivement deux propositions en une. Il y a et de la découverte et du calme qui est procuré. Espace développé à la crèche, les rues d'Ilou, mais aussi sur le principe sac à dos dans les services pour Nelly. Ok, super Nelly. Merci. Marjorie à Grasse, nous avons une malle sensorielle que les crèches se partagent. Ok, ok. Et du coup, pour en savoir plus, je vous ai mis là le petit lien de les pros de la petite enfance, hein, que je consulte aussi hein, régulièrement parce que eux, je les trouve aussi très précis dans leurs articles, très actuels
au niveau, législation aussi. Et donc là, il y a un article sur l'intérêt de l'approche Nozélène dans les structures d'accueil du jeune enfant, si jamais vous voulez le lire. Donc voilà pour Snozélène. Alors, on arrive presque à la fin de ce flash pratique. Il y a 2 petites vignettes. Céline, nous avons une salle un peu comme sur la photo à la crèche. Élise et Célestin du Bar-sur-Loup. Magnifique. Ah, n'hésitez pas, hein, si ça vous dit, les collègues, de m'envoyer les photos de vos espaces ou de vos supports. Déjà parce que c'est chouette, ça permet de partager et de voir un petit peu ce que vous avez dans vos structures. Et puis voilà, et puis moi, ça me permet aussi d'illustrer, que ce soit aussi bien les flashs pratiques ou en sensibilisation, de pouvoir montrer aux collègues ce qui se fait dans les différents services. Alors, cette petite vignette-là, c'est satisfaisant, maman? Je ne sais pas du tout. Un- je me risque à vous le proposer parce que là, c'est vraiment de l'expérience personnelle, mais bon, je l'ai quand même partagé avec d'autres mamans. Il y a eu cette mode, je ne sais pas si, oui, ça l'est encore, la mode de la SMR notamment, mais du slime, des fidgets. Et pour ma part, au travers de ma fille, j'ai eu quand même un temps un peu long de compréhension et d'acceptation d'activités. Donc, ça a commencé par les fidgets, hein, donc tous ces différents petits objets-là qu'elle avait dans les mains, et puis il lui en fallait pas un, mais deux, mais trois, mais quatre, mais cinq. Donc, il y a eu une période où il fallait acheter ces petits objets-là. Alors, je le dis pour les parents qui ont encore des enfants à cet âge-là, surtout, surtout pas du site spécialisé, mais de la solderie, et c'est très bien parce qu'on les trouve vraiment pas chers. Et puis, à mon grand dame, il y a eu la période du slime, où effectivement, là, il est question de malaxer des pâtes les plus improbables les unes que les autres. Et maintenant qu'elle a 14 ans, on est sur l'ASMR. L'ASMR, donc je ne sais pas si tout le monde connaît, c'est ces vidéos pendant lesquelles des jeunes filles, généralement plutôt des jeunes filles, font des bruits sur un micro proche. Alors bon, en fonction des vidéos, c'est plus ou moins du son très précis, avec du bruit d'ongles, du bruit de bouche, des différents bruits, donc ça vient du Japon, qui ont un effet apaisant. Donc là encore, après l'incompréhension, par moments la colère et le refus, finalement, j'ai dit, bon, il faut aller voir ce qu'il en est. Et donc la SMR, j'ai trouvé un article sur Ça m'intéresse qui vient nous expliquer, et là, on était directement en lien avec notre thématique d'aujourd'hui, que effectivement, comme a pu le dire ma fille, et donc j'ai entendu ça chez d'autres enfants, et ça m'a résonné, et j'ai compris ce que ça voulait dire. C'est satisfaisant. C'est satisfaisant auditivement, c'est satisfaisant tactilement, ça peut être satisfaisant visuellement. Et là, on est bien sur la question de la sensorialité, où en effet, ça vient calmer, apaiser, faire plaisir, euh, euh, de regarder et de venir stimuler ses sens. Moi, je ne suis pas du tout habituée à ça, je n'ai pas du tout été éduquée avec ces supports-là, mais il semblerait quand même que dans notre société, là aussi, il y a des nouvelles approches, des nouveaux supports, et qui font du bien à nos enfants. Donc, avec la question que ce soit effectivement encadré. Donc, moi, je suis très attentive sur les vidéos ASMR, que ce soit pas, voilà, que ce soit vraiment pédagogique, etc. Et puis le slime aussi, hein, que ce soit encadré, parce que moi, mon premier refus, il était par rapport au contenant, et je trouvais ça toxique. À partir du moment où j'ai pu effectivement chercher avec ma fille des composants naturels et non toxiques, du coup, ça m'a permis aussi de me relaxer. Alors, j'ai Christelle qui me dit, je l'ai pratiqué avec des enfants en situation de handicap, cet espace est magique. J'ai pu y vivre de très beaux moments de partage. Entièrement d'accord, Christelle. Entièrement d'accord. Le sensoriel avec l'enfant en situation de handicap, enfin voilà, pour moi, c'est vraiment aussi une révélation. Je tenais juste à l'étendre. Je découvre que de plus en plus, tout ce qu'on découvre
hem, d'approche bienfaisante avec les enfants en situation de handicap, ces approches-là sont tout aussi bienfaisantes avec, l'enfant en général, hein. Donc c'est pour ça que le parti pris de ce premier flash pratique sur la sensorialité, ce n'était pas un focus sur le handicap, mais sur la sensorialité et le développement de l'enfant. Nelly, entièrement d'accord. Attention aux perturbateurs endocriniens, entièrement d'accord. Là, on pense au slime. Voilà. C'est pour ça que, bon, c'est quand même une avant-première que je me lance à en parler parce que pendant longtemps, je ne voulais pas et j'étais vraiment très, résistante. Aujourd'hui, je me dis: «Bon, allons-y, suivons-les» et du coup, en effet, du coup, on va pouvoir, hem être vigilant aussi sur la question du slime, hein, par exemple, à leur proposer, du slime naturel et pas du tout du slime, comme il a pu être question avec, de la colle, de la lessive, et cetera, tous ces machins-là. Dernière vignette et les collègues, comme à notre habitude, si vous voulez bien rester jusqu'aux dernières petites minutes pour le, sondage du flash pratique qui participe de notre démarche qualité et qui participe aussi à ce que le flash puisse continuer à vivre. Cette petite vignette inspirée par Isabelle Filiosa, hein, Isabelle Filiosa, une pédagogue aujourd'hui assez connue qui en tous les cas, pour moi, qui m'apporte beaucoup d'explications, de compréhension sur le développement de l'enfant et notamment sur éducativement, comment on peut adapter nos pratiques au développement, cérébral de l'enfant et cette vignette pour nous dire que, alors elle est issue de Papa Positive. Hein, c'est ce site fait par un papa, pareil, qui nous apporte beaucoup d'articles, de connaissances, et cetera. Et il a voulu nous partager cet article que je souhaite vous partager à mon tour, en nous rappelant qu'aucun enfant n'est méchant. L'agressivité est une réaction au stress, elle indique une souffrance, un besoin non satisfait. Ça, maintenant, on est tous OK là-dessus. Mais j'ai trouvé ça assez intéressant. La suite, courir, grimper ne permet pas de se défouler, mais au contraire permet l'intégration sensorielle, de construire son système musculaire et son cerveau, notamment les capacité de se retenir d'agir, de frapper. Là, on pensait aux enfants effectivement qui ont tendance à frapper et de mieux maîtriser ses gestes. Donc là aussi, c'est pour moi, c'est une fenêtre énorme qui s'ouvre. Le défoulement, bien sûr, on savait tous que les enfants ont besoin de se défouler, mais appréhender la question de aller sur l'extérieur avec tout ce que propose l'extérieur en termes d'action, que ça participait grandement à l'intégration sensorielle. Pour moi, c'est une fenêtre énorme qui s'ouvre à moi, qui s'ouvre à nous. Voilà, comme d'habitude, je vous ai mis en dernière vignette, les sources à partir desquelles, a été construit ce flash pratique et si en êtes d'accord, donc on se retrouve bien sûr pour, le flash, pratique, suivant. Merci Gaëlle, à bientôt et si vous êtes d'accord pour, effectivement, remplir le petit, sondage que je trouve dans quelques, minutes, même pas secondes. Voilà, je lance le sondage. Je vous remercie par avance de, pouvoir y répondre. C'est moins d'une minute et puis, il nous reste quelle heure il est? 29. Mais voilà, on peut rester quelques minutes hem, si vous avez des commentaires. Voilà. En tous les cas, merci les collègues d'avoir été, nombreux pour ce flash pratique. Merci, pour l'intérêt que vous portez aux actions que le PRH propose. Ça me nourrit, ça m'encourage, ça m'enthousiasme, à chaque fois de pouvoir effectivement avec vous, partager ses connaissances, ses réflexions et tous ces sujets qui viennent nourrir nos accompagnements. Merci, merci à vous. Merci Maggie. Au plaisir Maggie. Justine, oui Justine, merci beaucoup. Justine, je crois que c'est la crèche à Saint-Jean, il me semble que c'est ça, hein, la clinique Saint-Jean. Je ne sais pas où vous en êtes. Avec plaisir pour avoir de vos nouvelles sur l'ouverture de cette, crèche au sein du pôle, Saint-Jean.
Merci Mireille. Ciao, ciao. Cathy, merci. Merci beaucoup. Marjorie, Sabrina. Très bientôt, Sabrina. C'est ça pour le Paul Saint-Jean. Super. Marjorie, à bientôt. Dana, Maggie. Merci Maggie. Laurence, Nadia, Céline. Oui, oui, tout à fait. Pour les photos, vous envoyez à pédagogie.prh06 happy-n.fr. Merci Roxane. Nathalie, pas de problème Nathalie. Tu pourras réécouter en replay si tu le souhaites. Pas de problème. Au revoir Kelly. Merci Christelle. Oui, pour les photos, avec plaisir. Je vais recenser. Si on verra si je vous demanderai une autorisation, mais si vous êtes OK avec vos photos, on pourra les mettre aussi dans la DocuTech. Ça pourrait être sympa aussi d'avoir une illustration en image dans la DocuTech. Merci Laurence. Nelly, à bientôt. Bonne semaine. Donc, j'attends que les derniers participants se déconnectent, sauf les quelques-uns. Il y en a toujours deux, trois, je crois, qui oublient de se déconnecter. Mais tant qu'il y a plus d'une dizaine, j'attends pour clôturer le webinaire. Pour le sondage, on est bon. Merci à vous. Emma, il y a plein de collègues que je ne connais pas, c'est-à-dire on ne s'est pas rencontrés encore pour l'instant, mais avec grand plaisir pour vous croiser bientôt. Alors, Doriane, merci. Pourra-t-on avoir un retour d'expérience des structures qui ont mis en place des espaces de sensorialité? On est en attente de la construction d'un nouvel accueil de loisirs. Je voudrais proposer qu'on prévoie un espace dédié à la sensorialité à la mairie. J'aurais besoin d'arguments d'expérience vus ailleurs. En tout cas, c'était super. On a fait un îlot de sérénité en matière pendant les vacances. Un îlot de sérénité, magnifique. Ça a très bien fonctionné. Bonne journée à tous. Génial. Alors, Doriane, je crois pas qu'on se connaisse, Doriane. Doriane, entièrement d'accord pour vous soutenir effectivement, pour argumenter pour un espace. Alors, il y a plusieurs choses. Retour d'expérience des différentes structures, donc des photos, euh, voir avec vous pour effectivement lister des arguments pour convaincre la mairie, plus l'îlot de sérénité. Moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que c'est. Alors, Dorian, si vous êtes d'accord, moi je le note, mais est-ce que vous voulez bien m'envoyer un petit mail et on se prévoit un rendez-vous téléphonique ou visio pour qu'on voit ensemble effectivement la suite à donner à votre proposition. Donc voilà, j'attends votre mail et ce sera avec grand plaisir. C'est Oriane, je me le note. Îlot de sérénité.
Le nom est magnifique, hein. Hop, espace sensoriel. Merci Doriane. À très bientôt. Merci à tout le monde. Belle fin de journée à vous. Au revoir.